stressée. C'est toi. Salut! Moi c'est Léonore et je suis l'être humain le plus banal et le plus attendu de notre société française. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Je suis une femme issue d'un mariage entre un homme et une femme de la classe moyenne. J'ai fait mes études dans l'école républicaine française, j'ai obtenu mon bac avec mention et j'ai fait 2 années de prépa qui m'ont permis d'intégrer une école de commerce. À la fin de mes études, j'ai été recrutée dans un cabinet de conseil en tant que consultante. D'un point de vue macroéconomique, je n'ai absolument rien d'extraordinaire. Je décris parfaitement la trajectoire des tables de mobilité, je m'intègre complètement dans la courbe de vie de Modigliani, je consomme exactement comme Keynes aurait pu le prédire, et je m'efforce de faire des choix rationnels, ainsi l'avaient défini les classiques. Je n'ai absolument rien d'extraordinaire. Mais l'histoire que je vais vous raconter, elle, l'est tout particulièrement. Laissez-moi une dizaine de minutes pour vous le prouver. Vous vous doutez sans doute de quoi je vais vous parler, il s'agit bien évidemment d'économie. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'économie, me diriez-vous ? D'un point de vue étymologique, l'économie est composée de 2 mots, oikos qui signifie la maison et nomos qui signifie la loi. L'économie se traduit littéralement par la loi de la maison. Cette notion apparaît pour la première fois pendant l'Antiquité avec Aristote. On peut dater les premières recherches économiques au XVIIIe siècle avec François Quesnay qui voit cette matière comme un véritable objet d'étude. Pour d'autres, néanmoins, nous devrions le départ de cette science grâce à Adam Smith et son œuvre « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations » publiée en 1776. Il va implanter plusieurs idées dans l'économie qui auront la vie dure, la dent dure surtout. Les individus sont guidés par leurs intérêts et cela expliquerait les phénomènes de la spécialisation, de l'échange ou encore de la valeur des choses. En gros, comme les individus sont guidés par leurs propres intérêts, cela conduit nécessairement à la spécialisation des nations en termes de production et de travail. Comme ils sont également guidés par leurs propres intérêts, cela va entraîner les individus à échanger et cela peut aussi avoir un impact sur la valeur des biens. Ce livre parle bien évidemment de la main invisible. Mais attention, il n'utilise cette expression qu'une seule fois dans son livre. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, et en l'occurrence, une information ultra importante qui est que le marché s'autorégule. Adam Smith est ce qu'on appelle un économiste classique. Et je ne peux pas vous parler de ce courant de pensée sans vous parler de son grand poteau, David Ricardo. Qui est-il ? C'est un personnage emblématique de l'économie classique et fervent défenseur du commerce international, source de richesse pour une nation selon lui. Il est aussi connu pour sa loi des rendements décroissants. Loi selon laquelle la terre agricole, à force d'être sollicitée, entraînera moins de rendement et donc une baisse des revenus pour une nation. Dans ce courant de pensée, je dois aussi évoquer Thomas Malthus, gros kiffeur en termes d'inégalité, et le français Jean-Baptiste Say avec sa loi des débouchés. Mais il est temps de jeter un œil auprès des haters des classiques et j'ai nommé le numéro uno, ce très cher Karl Marx, que je dois dire, j'affectionne tout particulièrement. Il est notamment très connu pour ses œuvres, le manifeste du Parti communisme et le Capital. Et sans grande surprise, à l'annonce d'une partie de ses œuvres, le frangin est plutôt assez anticapitaliste. Au XIXe siècle, ce cher monsieur était loin de se douter qu'il allait devenir l'homme blanc cis-hétéro préféré des jeunes filles aux cheveux bleus. En bref, Karl Marx est contre le capitalisme. Selon lui, il existe un rapport d'aliénation entre les capitalistes, c'est-à-dire ceux qui détiennent le capital, et la classe ouvrière qui se fait exploiter par ces derniers. Ce rapport d'aliénation conduit à des petites crises du capitalisme qui, mises bout à bout, conduiront à une autodestruction du capitalisme. Bien que plutôt smart, le poteau Karl Marx ne s'est pas fait que des copains. Vlatipak, Adam Smith et toute sa clique avaient en fait un fan club post-mortem assez vénère qu'on appelle les néoclassiques. Comme grand nom de ce fan club, je pourrais vous citer en vedette Léon Walras, William Stanley Jevons, Karl Menger et enfin Alfred Marshall. Sans trop rentrer dans les détails, ces gars-là vont se baser sur la pensée économique et vont aller encore plus loin en se basant sur le fait que les individus sont des agents parfaitement rationnels, le fameux economicus. Selon eux, les individus vont tout mettre en place de manière ultra rationnelle pour maximiser leur utilité, c'est-à-dire leur plaisir. C'était des gros kiffeurs les gars, mais des kiffeurs rationnels. Nos compères ont largement participé à l'introduction des mathématiques dans la théorie économique. Ils sont aussi évidemment libéralistes, dans le sens où ils militent pour que l'État n'intervienne pas dans le bon fonctionnement du marché, qui est capable de s'autoréguler et d'atteindre le parfait équilibre entre l'offre et la demande. Pour vous situer un petit peu,
de manière chronologique, ces gars-là ont vécu peu ou prou au 19e siècle. Après cette période-là, on peut dire que ça va devenir un peu plus compliqué en termes de courant économique. En effet, grâce à la richesse des travaux de leurs aïeux, les économistes ont eu le loisir de créer pléthore de courants économiques. D'ailleurs, à l'instar d'Adam Smith, notre cher John Maynard Keynes... Là, c'est la Éléonore du montage. Et en fait, je viens de me rendre compte que John Maynard Keynes, il n'existe pas et c'est bien John Maynard Keynes. Je sais pas pourquoi, je me suis permise de prendre des libertés. Je savais que John Maynard Keynes n'existait pas, mais j'y tenais tout particulièrement. Désolée, et voilà, c'est rectifié. Devient une resta au XXe siècle et débarque avec, je le dois dire, des idées pour le moins assez innovantes. Il est le saint-père créateur de la macroéconomie, cette très chère discipline pour les nuls en maths comme moi. Keynes considère l'économie davantage dans son ensemble et s'intéresse aux relations entre les agrégats économiques. Il intervient après un contexte de grave crise économique aux États-Unis en 1929. Dans son travail, il cherche à comprendre les causes des cycles économiques afin de faire des prescriptions pour des politiques macroéconomiques. Et il arrive avec quelque chose qui est assez révolutionnaire, c'est qu'il va énormément s'intéresser à la consommation, chose que n'avaient pas du tout fait ses prédécesseurs. Parmi les économistes très connus de cette période, je pourrais aussi vous citer Joseph Schumpeter, grand théoricien du progrès technique et à l'origine de la notion création destructrice. Je pourrais aussi longuement vous parler de Friedrich von Hayek, dont je dois avouer je ne suis pas particulièrement adepte, puisqu'il a passé une bonne partie de sa vie à essayer de démonter les théories keynésiennes. Je pourrais aussi vous parler de Milton Friedman, monétariste, qui a passé sa vie aussi à contredire la courbe de Phillips. Je pourrais aussi vous parler de Paul Samuelson, du courant de la synthèse, ou encore de Simon Kuznets, créateur du PIB en 1947, qui lui-même, au moment où il l'a créé, a émis des gros doutes par rapport à son indicateur. De Paul Krugman et de Joseph Stiglitz, les néo-keynésiens. Je pourrais aussi mentionner le nom de Robert Lucas et de Thomas Sargent, les nouveaux classiques, ou encore de Amartya Sen, fervent défenseur pour le bien-être social. Mais voilà que le temps me presse, ça fait bientôt plus de 10 minutes que je jacte, que je vous sors des noms masculins à l'appel et que vous ne vous comprenez toujours pas où je veux en venir. Il est là mon problème. C'est qu'en 10 minutes, j'ai eu le temps, au total, de vous citer exactement 24 noms masculins de grands économistes et je ne vous en ai même pas cité un seul féminin. Vous voyez où je veux en venir ? Elle est là mon histoire, car les femmes qui ont joué un rôle dans l'économie sont à mes yeux extraordinaires. Non pas par rapport à leur origine sociale ou leur situation matrimoniale, leur travail et les actions qu'elles ont menées sont extraordinaires et j'aimerais vous le raconter, car oui, les femmes ont aussi joué un rôle dans notre économie.